vous remercie de cette invitation. Donc on m'a demandé de vous parler du fond cosmologique et de frissons dans le fond cosmologique. En fait, au moment où j'ai été invité, un résultat fracassant avait été annoncé par une expérience qui s'appelle BICEP2, justement sur l'origine de l'univers et traces d'un événement fondateur du début de l'univers qui est l'inflation. Et je vais essayer de vous parler de ça et de nombreuses choses aussi, à la lumière des résultats de Planck et surtout des derniers résultats de Planck et ce que l'on sait aujourd'hui de ces choses-là. Donc en fait, la question auquel je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est peut-on voir l'origine du monde, peut-on voir le Big Bang? Comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de voir cet événement? Après tout, on sait que, ben oui, pour voir dans le passé, donc pour voir le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, mais il suffit de voir très loin. On en a maintenant l'expérience. Si vous avez été à la Villette ici pour voir l'arrivée de Philae sur Rosetta, vous vous souvenez sans doute que c'était interminablement long, parce qu'évidemment, Philae est loin. Il fallait 25 minutes pour que les données à la vitesse de la lumière provenant de Rosetta et Philae nous arrivent. Donc c'est très simple. Si on veut voir le Big Bang, très loin dans le passé, il suffit de regarder très très loin. Et pour regarder très très loin, ce n'est pas très compliqué, on le sait maintenant, il suffit un énorme télescope, et voici par exemple l'ELT, qui est un télescope qui est quasiment complètement financé, pour lequel les travaux ont commencé, qui sera au Chili, qui est vraiment monstrueux. C'est un télescope de 39 mètres, qui va collecter énormément de lumière, donc voir très très loin, mais pas seulement en fait. Et il est comparé ici avec quelques monuments de la science astronomique, les VLT qui étaient jusqu'à présent les plus gros là qui sont là, et puis un autre que vous connaissez mieux. Alors ça c'est une façon de faire, mais c'est peut-être pas la meilleure des idées, parce que Hubble nous a appris, avec ses observations des galaxies lointaines, qu'en fait l'univers était en expansion, et Einstein nous a dit que l'univers était en expansion. Eh bien la lumière, allez voir sa fréquence décalée vers le rouge. C'est d'ailleurs comme ça que Hubble a vu l'expansion de l'univers. La lumière émise par les objets dans le passé est décalée de plus en plus vers le rouge. Et donc si on veut voir très très loin, voir le Big Bang, non seulement il faut sans doute peut-être un gros télescope, mais il nous faut aussi regarder dans la bonne couleur, dans la bonne fréquence, et donc dans l'infrarouge et dans l'infrarouge lointain. Et en fait, on n'a même pas besoin de gros télescopes. Si je veux voir le Big Bang, en fait, il me faut uniquement une télé, comme ça, une vieille télé réglée entre deux chaînes. Quand on règle une télé entre deux chaînes, on a la neige, comme ça, comme on appelle, enfin, c'est du bruit. Mais il se trouve que 1% de ce bruit, 1% de ces points blancs, là, en fait, c'est un signe du rayonnement de fond cosmologique qui a été émis juste après le Big Bang. Une simple télé comme ça vous permet de voir le Big Bang. Alors on ne la voit pas très très bien, hein, bien sûr, mais c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. En fait, ici, il compte la densité de photons qui nous parviennent sur Terre dans différentes longueurs d'onde et suivant différentes origines. Et en fait, la bosse la plus grosse, c'est justement la bosse qui correspond au rayonnement de fond cosmologique. Nous sommes baignés dans une lumière qui nous provient du Big Bang et que, pour voir, il suffit d'aller voir à la bonne fréquence. On a assez naturellement en déréglant une télé. Et donc c'est de ça dont je voulais vous parler. Parce qu'évidemment, on ne fait pas comme ça avec des télés, on va faire un petit peu mieux. Et pour vous parler de ça un peu mieux, je vais d'abord vous dire en quelques mots ce que c'est que ce Big Bang, ce que c'est que ce rayonnement fossile, vous parler de l'histoire de son observation, vous expliquer comment on l'a mesuré avec le satellite Planck, qui est un satellite européen, qui vient juste de livrer il y a une semaine ses tout derniers résultats. Et puis je vais vous parler justement de l'actualité brûlante de ce rayonnement. Et c'est assez drôle parce qu'en fait c'est un rayonnement qui est à moins 270 degrés Celsius et qui a quand même une actualité brûlante. Alors le Big Bang, eh bien, c'est cette théorie qui est en fait construite sur les travaux, entre autres, de ces 4 personnes. Albert Einstein qui a proposé la relativité générale et qui a donc écrit mathématiques qui nous permettent d'écrire cette théorie. Georges Lemaître et Alexandre Friedman qui ont utilisé cette théorie pour construire les équations qui décrivent l'évolution d'un univers en expansion, l'évolution de l'univers dans lequel on vit. Et puis M. Gamow ici, qui a dit ah mais bon, si on a un univers en expansion et qu'on a un Big Bang, eh bien, il faut qu'à un moment, cet univers ait été très 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 chaud et très 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 dense. Et s'il a été très très chaud et très très dense, eh bien, il y a eu une époque où a dû être émis ce rayonnement de fond cosmologique qui nous intéresse. Plus en détail.
Donc l'univers commence par ce Big Bang. Après ce Big Bang, l'univers connaît une période de croissance très 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 rapide, qui s'appelle l'inflation, et durant laquelle des fluctuations primordiales sont créées. C'est la trame, l'espace-temps en fait, est perturbée par cette expansion très rapide, et les fluctuations quantiques du champ qui crée cette expansion extrêmement accélérée va laisser des traces infimes au tout début dans l'univers, mais qui, on va le voir dans la suite, ont une importance capitale pour l'univers dans lequel on vit. Et puis après cet instant très rapide qui est l'inflation, mais qui a des répercussions encore aujourd'hui, l'univers va continuer à être très très chaud à cette époque-là, va s'étendre un peu plus tranquillement, et de nombreux processus physiques vont se dérouler sur lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails, et en particulier vont se créer les premiers noyaux atomiques. À cette époque-là, donc, l'univers est extrêmement chaud. L'univers est extrêmement chaud, et à cette époque-là, donc, il est opaque. La lumière ne peut pas s'échapper. Pourquoi est-ce qu'il est opaque? Parce que comme il est très très chaud, les premiers noyaux ont déjà été créés, on a donc essentiellement des protons et des électrons qui se baladent dans l'univers, très dense, très chaud, et puis des photons. Pourquoi on a des photons? En fait, c'est parce que ces protons et ces électrons vont se rencontrer, boum, vont se recombiner pour créer des atomes d'hydrogène, émettre des photons. Et puis, ces photons, ils ne vont pas aller bien loin parce qu'ils vont immédiatement rencontrer des atomes d'hydrogène de nouveau, et ils vont ioniser ces atomes d'hydrogène pour refaire des protons et des électrons. Donc, l'univers est un plasma dans lequel les photons ne peuvent pas aller très loin. Ils sont constamment créés lors des recombinaisons de protons et d'électrons en hydrogène et mangés par les hydrogènes lorsqu'ils rayonisent les protons et les électrons. Et donc cet univers garde tous ces photons à l'intérieur. Ils ont un libre parcours moyen quasiment nul. Oui, mais l'univers continue à s'étendre. Et au fur et à mesure qu'il s'étend, il va se refroidir, en fait, parce que justement, ces photons vont être décalés vers le rouge, moins énergétiques, et l'univers va petit à petit se refroidir. C'est toujours un plasma, il est de moins en moins dense, et de plus en plus froid. Et il est de plus en plus froid jusqu'au moment où les photons n'ont plus la bonne fréquence pour réussir à rayoniser les atomes d'hydrogène qui se créent constamment. Et ça, c'est un événement assez catastrophique pour ce plasma, parce que ce plasma va brutalement se combiner. Les protons et les électrons vont se recombiner entre eux, l'univers ne va plus être ionisé, les photons vont être libérés, l'univers devient brusquement transparent. C'est l'émission du rayonnement fossile. Donc l'univers, assez brusquement, 100 000 ans, c'est assez brusque, et ce quasiment après le Big Bang, 380 000 ans après le Big Bang, se recombine, le plasma se recombine pour former des atomes d'hydrogène, et les photons qui sont émis à cette occasion-là sont émis dans toutes les directions, de partout. Donc ici, là où je me trouve, il y a eu un proton et un électron qui sont recombinés, qui ont donné un atome d'hydrogène, qui ont émis un photon par là, un autre qui a émis un photon par là, etc. etc. Et s'il y en a un, il y a un extraterrestre très loin, 14 milliards d'années, qui est en train d'observer le photon qui a été émis à cet endroit-là. Moi, quand je regarde par là, eh bien, j'ai des chances de voir sur ma télé ou sur un instrument un peu plus précis dont je vais parler après, un photon qui a été émis là-bas, très loin, il y a 14 milliards d'années, dans ma direction, et que je vois aujourd'hui. Partout, au même moment à peu près, des photons ont été émis, et ils sont partis dans toutes les directions. Et ils baignent encore aujourd'hui l'univers. Alors au moment où ils étaient émis, c'était au moment où ils n'étaient plus assez énergétiques pour rayoniser les atomes d'hydrogène. Et ceci est arrivé donc à 380 000 ans après le Big Bang, lorsque les photons étaient à peu près à 3000 degrés Kelvin. Comme l'univers continue à s'étendre, ils sont aujourd'hui très refroidis. On va revenir après. Donc ces photons, ils vont partir dans toutes les directions, à peu près en même temps, et nous parvenir. Il ne va pas leur arriver grand-chose, à part cet événement, qui est assez intéressant. En fait, lorsque ces protons ont été créés, l'univers devient transparent peut-être, mais en fait il est noir. Parce qu'à part le rayonnement fossile qui a été émis, ça y est, c'est fini, il n'y a rien qui brille. Il n'y a pas encore d'étoiles. Les étoiles n'ont pas encore été créées. Et il faut encore attendre un bon moment, à peu près 400 millions d'années, pour que, ça c'est quelque chose qu'on essaie de mesurer très précisément justement aujourd'hui, pour que les premières étoiles apparaissent. Donc ces atomes d'hydrogène, et puis d'autres atomes en plus, mais surtout des atomes d'hydrogène,
vont finir par se concentrer sous l'effet de la gravité. Sous l'effet de la gravité, les réactions de la pression, les réactions thermonucléaires vont pouvoir commencer. Les étoiles vont s'allumer, elles vont émettre de la lumière, elles vont chauffer le gaz alentour, principalement d'hydrogène encore une fois. Et ce gaz alentour, comme il va être chauffé, immédiatement, il va de nouveau devenir un plasma, il va se rayoniser, mais un plasma beaucoup moins dense que le plasma au début de l'univers. Et évidemment, nos photons émis au moment de la recombinaison, au moment de l'émission du rayonnement fossile, vont de nouveau interagir avec ce plasma en rebondissant sur les protons et les électrons, principalement sur les électrons, et ils vont garder la trace de cet événement. Donc, en gros, ces photons du fond des âges, qui sont une photo de ce qui se passe après le Big Bang, ils ont en plus une information complémentaire qui est à quelle époque, comment les étoiles sont éclairées. Et puis, après ça, il ne se passe plus grand-chose pour nos photons. Donc l'univers continue à structurer, donc en étoiles, galaxies, amas de galaxies, etc., et forme l'univers qu'on voit aujourd'hui, qui est extrêmement peu dense, parce qu'il s'est étendu énormément, mais il y a quand même des objets partout, heureusement pour nous, on vide sur un de ces objets-là. Les photons du rayonnement fossile ont continué leur bonhomme de chemin, il ne leur arrive plus grand-chose. Comme l'univers a continué à s'étendre, ils ont été décalés vers le rouge de 3000 Kelvin au moment de leur émission à 2,7 Kelvin aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près moins 271, moins 270 degrés Celsius. Donc aujourd'hui, là, notre télé voit un de ces photons qui vient d'ici. Et les instruments que je vais vous présenter les voient encore mieux. Donc c'est de ça dont je vais vous parler, ce rayonnement fossile. Donc on le nomme aussi bien rayonnement fossile, rayonnement fond cosmologique micro-ondes. Pourquoi ? Parce que 2,7 Kelvin, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont des photons qui sont aujourd'hui principalement dans les longueurs d'onde de micro-ondes. Et puis aussi, on l'appelle en anglais Cosmic Microwave Background, et ou CMB. Et j'espère que vous m'excuserez si de temps en temps ma langue fourche et que je l'appelle CMB. Donc que voit-on quand on capture et qu'on observe ces photons? Donc au moment de la recombinaison, je vous l'ai dit, l'univers devient brusquement transparent. Donc tous ces photons sont émis. Alors, ils sont émis, mais il va quand même leur arriver une dernière chose. En fait, ils sont émis et ils vont continuer à rebondir et à diffuser principalement sur les électrons qui restent encore là. Petit à petit, il n'y en aura plus d'électrons. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est les photons qui ont rebondi sur un dernier électron avant de nous parvenir. Donc ce qu'on voit finalement, c'est où étaient ces électrons. On voit uniquement cette surface de dernière diffusion. Il ne faut pas voir à l'intérieur du plasma. À l'intérieur, l'univers est opaque. Encore une fois, il faut avoir l'image que le photon est là, il a rebondi, et puis il a fini par sortir, et c'est fini. Et tout ce qu'on voit, c'est la surface qui est là. On ne voit rien d'autre. Donc on ne voit pas le Big Bang, malheureusement, c'est impossible, avant c'est opaque. Mais on voit ce qui s'est passé 380 000 ans après le Big Bang. On voit des traces de ce qui s'est passé durant le Big Bang. Et c'est une situation qu'on connaît, on voit tous les jours, quand il fait beau, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on regarde le Soleil. On ne peut pas voir à l'intérieur du Soleil. On ne voit pas les photons qui viennent de l'intérieur du Soleil. Enfin, ils viennent tous de l'intérieur du Soleil, bien sûr, mais ils ne nous permettent pas de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce qui nous permet de savoir, c'est ce qui se passe à la surface du Soleil. C'est exactement le même système. À l'intérieur du Soleil, c'est un plasma. Les photons ne vont pas très loin, puis au fur et à mesure, cette fois-ci, ce n'est pas l'expansion qui fait qu'on refroidit, mais c'est qu'on s'éloigne du centre, la température baisse, on arrive à un moment où les photons se libèrent, ne sont plus liés au plasma, et nous parviennent. Et donc ce qu'on fait quand on observe le Soleil, quand on essaie de déduire ses propriétés, on observe la surface du Soleil, et à partir de ça, on essaye de déduire les propriétés de l'intérieur du Soleil. C'est à peu près la même chose. On va regarder la surface de dernière diffusion du rayonnement de fond cosmologique. Et à partir de ça, on va essayer d'en déduire ce qui s'est passé juste avant, ou si on veut à l'intérieur, au moment du Big Bang. Donc, je vais vous présenter différentes images du rayonnement de fond cosmologique tel qu'on l'observe sur le ciel en entier. Donc si on l'observe sur le ciel en entier, donc cette direction-là, partout, on va donc vous leur montrer une sphère. Évidemment, on sait bien que ce n'est pas bien pratique de montrer une sphère à plat, et donc en général, on utilise des projections. Alors, où il n'y a aucune bonne projection de la sphère, donc il faut choisir une qui est plus ou moins mauvaise pour différentes raisons. Et celle qui est retenue par les cosmologues en général, cette projection dite Molvade, qui correspond à mettre la sphère à plat sur cette sorte d'ellipse ici. Alors, on voit l'exemple là
pour la Terre. Et voilà l'image du rayonnement fossile dans toute sa gloire. Ce n'est pas très intéressant. C'est le même dans toutes les directions. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. La question est de savoir comment diable est-ce que ce rayonnement fossile est le même et à la même température dans toutes les directions. En effet, après la période d'expansion accélérée, l'univers, et on est seulement 380 000 ans après le Big Bang, les photons ou les interactions n'ont pas eu le temps d'aller très très loin. En particulier, l'univers qu'on voit aujourd'hui est beaucoup plus grand que la taille de l'univers causalement connecté à l'époque. Comment diable est-ce que cette direction du ciel et cette direction du ciel qui n'ont pas eu le temps d'être en interaction, puisque pour faire ça, il faut 14 milliards d'années par là et 14 milliards d'années par là, et que l'univers avait seulement 380 000 ans, comment diable ont-ils fait pour savoir qu'il fallait avoir la même température? Il n'y a aucune raison. Donc le fait qu'il y ait la même température dans toutes les directions, c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Et c'est justement grâce à ce processus d'inflation qui crée une expansion extrêmement accélérée qu'on arrive à expliquer pourquoi on voit la même température partout. Première chose intéressante. Deuxième chose intéressante, non seulement c'est la même température, mais c'est de façon très homogène. En fait, ce rayonnement qui est émis dans toutes les directions, il a aussi la propriété, ce qui était attendu, et c'était justement prédit par Gamow, d'avoir un rayonnement du corps noir. Un rayonnement du corps noir, c'est ce qu'on attend typiquement pour un bain qui est correctement thermalisé. Tout se passe comme si tout ce plasma avait été en interaction alors qu'il n'a pas pu être en interaction. Il est donc quelque chose qui doit expliquer ceci. Et ce rayonnement du corps noir, donc qui suit une loi qui a été prédite par un physicien allemand qui s'appelait Planck, le rayonnement de fond cosmologique le suit d'une façon qui est incroyable. L'accord est incroyablement bon. Alors, ce résultat-là que je vous montre a été obtenu par le satellite Kobe en 1992. Il a valu un prix Nobel au promoteur de ce satellite. On ne voit jamais des choses comme ça en science quand on fait des mesures. Comment diable est-ce qu'on peut faire pour avoir des points qui sont en si bon accord avec un modèle à un paramètre? C'est quand même assez fou. Je suis en train de vous dire là que je connais suffisamment le tout début de l'univers pour vous prévenir, pour prédire quelle est la loi d'émission du rayonnement de fond cosmologique dans toutes les directions, et que ceci est décrit par un modèle avec un seul paramètre. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Qu'on connaisse si bien le début de l'univers, ça me semble vraiment incroyable. C'est même pas fini. Je ne suis pas le seul à trouver ça incroyable, c'est pas très poli, mais bon. Voilà un comics qui est fait par un ingénieur de la NASA qui s'appelle XKCD, qui est assez drôle pour les physiciens, et qui essaye d'expliquer en anglais à quel point il est vraiment... Il n'y a plus de mots pour dire comment diable est-ce qu'on a un accord aussi bon. Comment se fait-il qu'on comprenne les choses si bien? Ah bon, tout ça est très bien, mais ça ne suffit pas. On peut sans doute faire mieux. On ne payerait pas des milliards d'euros pour faire des expériences pour voir ce rayonnement fossile s'il y avait que ça à voir. Et en effet, si on retire la partie constante de l'image et qu'on s'intéresse à des détails maintenant, qui sont de l'ordre d'un millième de fois plus petit, on voit cette espèce d'image-là, bleu d'un côté, jaune de l'autre, en fait plus froid d'un côté et plus chaud de l'autre. C'est une image qui a été vue, encore une fois, par Kobe en 1992. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est quelque chose d'assez rigolo et assez intéressant. Vous connaissez tous, au moins, vous avez déjà entendu l'effet Doppler. Vous savez, c'est cet effet qui fait que quand on est... Oups, pardon. Voilà. Cet effet qui fait que quand on est devant une ambulance ou derrière une ambulance, on entend la fréquence du son resserrée ou élargie, décalée vers le bleu ou décalée vers le rouge. Ben, c'est exactement ce qui se passe ici. En fait, ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'on est en train de se déplacer par rapport au rayonnement de fond cosmologique. On le sait qu'on se déplace. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Le satellite ou le télescope est en train de regarder le rayonnement fossile, en l'occurrence avec des satellites, est en train de bouger avec la Terre, tourne autour du Soleil, le Soleil bouge dans la galaxie bouge certainement par rapport au rayonnement fossile, et c'est exactement ce qu'on voit là. La direction là, entre ces côtés chauds et froids nous donne notre vitesse par rapport au référentiel du rayonnement fossile. Alors pour ceux qui ont fait de la physique, on vous a appris qu'on pouvait changer de référentiel, qu'il n'y avait pas de référentiel privilégié. C'est vrai, il n'y a pas de référentiel privilégié, mais il y en a un qui est sacrément stable, c'est le référentiel du rayonnement fossile, et on est capable, aujourd'hui, de mesurer notre vitesse par rapport au référentiel dans lequel le rayonnement fossile a été émis dans le Big Bang.
encore quelque chose, je trouve, assez incroyable. Un petit peu plus une blague de physicien, mais quand même assez incroyable. Bon, ça est bien intéressant, mais on peut encore faire mieux. Et en effet, si on retire, maintenant qu'on a mesuré notre déplacement, qu'on est content, qu'on retire la prédiction de ce déplacement, on voit cette image-là, qui commence à être rudement intéressante. Et là, on est en gros à un 10 millième de Kelvin autour de la valeur moyenne. Donc, ce sont des toutes petites distorsions. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a dans notre rayonnement fossile des directions dans lesquelles il est un tout petit peu plus chaud et des directions dans lesquelles il est un tout petit peu plus froid. Et ceci n'est pas suffisant pour déformer notre loi de Planck à un paramètre que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a ces toutes petites distorsions. Et celles-là, elles sont extrêmement intéressantes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je vous l'ai dit, ce qu'on voit, c'est ce qu'ont vu les photons lorsqu'ils ont fait une dernière diffusion sur les protons et les électrons, plutôt les électrons, au moment de la surface au moment de l'émission du rayonnement de fond cosmologique. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des jolies soupes bien homogènes. Mais en fait, il y avait des grumeaux dans cette soupe. Ces grumeaux primordiaux, ils sont dus entièrement aux fluctuations quantiques du champ d'inflation, dont je vous ai parlé au début, une sorte de fluctuation primordiale, déchirement de la trame de l'espace-temps au moment de l'inflation, qui ont fait de toutes petites perturbations. Et autour de ces toutes petites perturbations, eh bien, ont attiré ou repoussé un tout petit peu la matière. Et puis petit à petit, bien évidemment, par l'effet de la gravité, ça va s'amplifier. Et déjà, au moment de la recombinaison, il y avait des zones qui étaient un tout petit peu plus pleines et des zones qui étaient un tout petit peu plus vides. Et on sait bien, dans la simulation numérique, que si on laisse évoluer ce genre de situation-là, eh bien, les zones les plus pleines vont devenir de plus en plus pleines, de plus en plus lourdes, de plus en plus denses sous l'effet de la gravité, tandis que les vides vont se vider de plus en plus. Et on va arriver aux objets qu'on voit aujourd'hui. Donc, ces zones plus chaudes et plus froides qu'on voit dans le rayonnement fossile, c'est une photo de l'état de la distribution de la matière sur la surface de la diffusion 380 000 ans après le Big Bang. Ce sont des grumeaux primordiaux, des graines primordiales si vous voulez, qui vont donner lieu à la construction des grandes structures, galaxies, amas de galaxies, qu'on voit aujourd'hui, et qu'on reproduit extrêmement bien dans ce genre de simulation numérique. Alors ça, c'est une simulation numérique qui simule, alors là c'est un tout petit bout, parce que si je vous montre la complète, vous ne verrez rien, quasiment le volume de notre univers observable. Vous voyez tous ces petits points verts là, en fait, ce sont des galaxies qui sont en train d'évoluer. Les grands nuages oranges qui sont en train de grandir, en fait, c'est le gaz, toutes ces galaxies qui sont en train de se réchauffer sous l'effet explosion de supernovae, d'émission des quasars, trous noirs au centre des galaxies, etc., etc. Et on arrive aujourd'hui à reproduire extrêmement bien quelque chose qui ressemble à notre univers, et ce, en partant d'une distribution de grumeaux primordiaux comparable à celle qu'on mesure dans le rayonnement de fond cosmologique. Donc tout ça est très bien, mais évidemment, on veut comparer ceci à ce que nous dit notre théorie. Et notre théorie, en fait, elle est incapable de nous prédire qu'il y aura un endroit dans cette direction-là où le rayonnement de fond cosmologique sera un peu plus chaud, parce qu'il y a un peu plus de matière. Et un endroit où il sera un peu... Pardon, parce qu'il y a un peu moins de matière, c'est l'inverse. Et un endroit où il sera un peu plus froid dans cette direction-là, parce qu'il y a un peu moins de matière. Je ne peux pas vous dire qu'il y en a un peu plus là, un peu moins là, un peu plus là, un peu moins là. Ce que notre théorie nous permet de dire, par contre, et nous permet de dire extrêmement bien, c'est quelle est la distribution statistique de ces anisotropies primordiales, de ces fluctuations primordiales, et donc de ces anisotropies de température du rayonnement de fond cosmologique. On sait prédire, à partir de notre modèle de l'univers primordial, quelle est la probabilité que si je vois un excès, quelque chose un peu plus chaud dans cette direction-là, eh bien j'ai une certaine probabilité de voir quelque chose de plus chaud dans cette direction-là. Et ceci est encodé dans ce genre de fonctions-là, qu'on appelle des spectres de puissance. Je vais vous montrer pas mal par la suite, parce que toute cette jolie carte ici, cette photo de l'univers, eh bien pour l'analyser, je suis obligé de la compresser dans ce que je suis capable de prédire, qui est cette courbe-là. Et entre autres, cette courbe elle prédit énormément de choses, et entre autres, ce qu'elle prédit, c'est par exemple que ces points chauds et ces points froids, ils doivent avoir typiquement la taille de l'univers observable à l'époque de leur combinaison. Donc ce que les interactions, les photons, en gros, ont eu le temps de faire en 380 000 ans. Et que ceci devrait nous donner une taille caractéristique de ces objets-là aux alentours du degré. Et c'est ce qu'on voit ici sur cette courbe. Le pic, l'endroit où on voit la probabilité la plus haute d'avoir des choses similaires, est justement aux alentours du degré. Je vais revenir un tout petit peu
cette courbe-là. Alors ça, c'est un résultat qui a été obtenu en 2013 par le satellite Planck, dont je vais vous parler beaucoup plus par la suite. Et je voudrais faire la même chose que tout à l'heure, et vous montrer ici l'accord incroyable qu'on a avec la théorie. Et là, c'est un modèle qui a 6 paramètres. Je suis en train de vous annoncer tout de go qu'avec cette précision-là incroyable, ces points sont... Alors, ils sont un peu moins mon accord avec la courbe qu'avant, mais il y a de bonnes raisons pour ça, et on les comprend très bien, qu'on est capable de décrire comment est l'univers 380 000 ans après le Big Bang, avec un modèle assez simple, un peu compliqué à calculer, mais qui, au final, encode quasiment tout dans une poignée de paramètres. C'est quand même assez incroyable. L'univers est finalement assez simple. Alors maintenant, la question, c'est comment on a fait pour observer tout ça. Donc, je vais passer quelques instants sur quelques temps forts de l'observation du rayonnement de fond cosmologique. Le premier, bien sûr, est cette mesure qui est faite par Penzias et Wilson en 65, qui leur a valu un Nobel en 78. En fait, ils étaient en train de construire une énorme antenne, et ils étaient embêtés parce qu'ils captaient un signal parasite, peut-être de la télé, bien, à peu près aux mêmes fréquences, ou peut-être ces pigeons qui nichaient dans cette antenne-là, qu'il fallait chasser tout le temps, et qui avaient le mauvais goût d'aller faire des fientes dans toute l'antenne. Enfin, ils ont essayé plein de choses, puis ils ne comprenaient pas. Et puis il se trouve que le Bell Lab, c'était pas très loin de Princeton, où il y avait un monsieur qui s'appelait Dicke, qui était justement en train d'essayer de construire une antenne, lui aussi, mais lui, il avait lu les papiers de Gamow, et il essayait de voir le rayonnement de fond cosmologique. Le problème, c'est que Gamow s'est trompé sur la température. Il a fait une erreur, je crois, facteur 10, je crois. Ça arrive. Et il n'était pas à la bonne fréquence. Et donc, c'est Penzias et Wilson qui, du coup, ont compris ce qu'ils étaient en train de voir, qui ont eu le prix Nobel. Donc, en gros, eux, ils ont vu ça. Encore, ils n'ont pas vu ça sur tout le ciel, ils l'ont vu dans une direction. Et puis, il y a eu pas mal d'expériences pour affiner la mesure de Penzias et Wilson. Ils n'étaient pas tout à fait à 2,7 Kelvin, enfin, ils n'étaient pas trop loin, avec grosse barre d'erreur. Et donc en 92 a été lancé le satellite, enfin 92 a donné, Kobe a donné ses résultats, un satellite qui a été construit par la NASA pour mesurer extrêmement bien la température du rayonnement cosmologique sur tout le ciel, mesurer, comme je vous l'ai montré, la loi du corps noir du rayonnement de fond cosmologique, et puis en faire un peu plus, voir ce dipôle, ici, il nous donne la direction de notre déplacement par rapport au référentiel privilégié qui est d'une certaine façon le rayonnement de fond cosmologique, et puis voir les premières anisotropies de température, je vous ai montré tout à l'heure et dont je vous ai parlé, mais il l'a vu avec une très très mauvaise résolution, et c'est pour ça qu'on a cette carte avec des gros plots, puis la grosse partie rouge au milieu, c'est l'émission de notre galaxie. Il y a eu encore énormément de mesures, cette fois-ci plutôt au sol. C'est difficile de voir le rayonnement de fond cosmologique au sol parce qu'il est dans les micro-ondes, et malheureusement, l'eau dans notre atmosphère nous empêche de le voir très bien. On peut faire des choses quand même, en particulier quand on envoie des ballons stratosphériques. Et c'est ici Boomerang qui, en 98, a fait la première observation de ce premier pic dans cette courbe. Cette courbe fait des sortes de pics les uns après les autres. Je vous dis que ce premier pic ici nous donnait la taille de l'univers observable à l'époque de la recombinaison, ce qui nous donne une information aussi sur la géométrie de notre univers. Ça, c'est un résultat assez important et vraiment, vraiment très chouette. Et puis après, encore de nombreuses expériences au sol, ballons, mais celle qui est importante ensuite, sont les résultats de l'expérience Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, qui était un satellite de la NASA et qui a observé le rayonnement fossile depuis le point L2 du système Terre-Soleil entre 2003 et 2010, et qui nous a ramené l'observation assez bonne des trois premiers pics de température, et puis quelques informations sur la polarisation, car ce rayonnement fossile est aussi polarisé, et j'y reviendrai dans la fin de cette conférence. Et puis bien sûr, moi ce qui m'intéresse, c'est le satellite Planck, sur lequel je travaille depuis maintenant assez longtemps, avec de nombreux autres chercheurs en France et dans le monde. Et voici Planck, enfin plutôt voici Max Planck, qui donne son nom au satellite Planck, qui entre autres choses, un grand bonhomme, a décrit cette loi du corps noir. Et c'est pour ça que l'ESA a décidé de donner ce nom à ce satellite que voici, alors qu'il était préparé à Kourou, en Guyane. Et ce satellite nous a appris énormément de choses. Aujourd'hui, c'est ce que je vous montre, ce sont la première vague de résultats. Donc cette magnifique carte du rayonnement fossile, des anisotropies de température du rayonnement fossile sur tout le ciel. Et en gros, on fait un petit peu mieux aujourd'hui. Planck vient de livrer ses nouveaux résultats.
Mais à cette résolution-là, vous ne verrez pas la différence. Cette carte est vraiment la carte définitive. Une carte qu'on traduit dans cette courbe qui est extrêmement, qui a un accord incroyable avec la théorie. Beaucoup plus d'informations sur la polarisation, je vais y revenir. Et puis 2-3 petites choses en plus sur la distribution de matière dans l'univers, et je vais vous en parler aussi. Mais avant ça, je vais vous dire quand même que c'est un effort, en fait c'est notre effort à tous, c'est avant tout un satellite européen, avec une petite participation de la NASA, qui en gros est une collaboration principalement entre la France et l'Italie. Il y a une très forte participation française dans ce merveilleux instrument, qui est représenté ici par le CNES, le CNRS et puis les laboratoires qui sont là. Donc voilà, Planck, c'est un beau bébé de 4 mètres sur 4 mètres qui faisait 2 tonnes, qui embarquait 2 instruments, HFI et LFI, qui étaient dédiés à l'observation du rayonnement de fond cosmologique. Il a travaillé pendant 21 mois, il a fait 5 observations complètes du ciel micro-ondes avec HFI et LFI, plus 4 en plus de LFI tout seul. Pour vous donner une idée, quand je vous dis que c'est un effort à tous, vous avez chacun, pendant 20 ans, payé 8 € tous les ans pour construire ce beau bébé qui a coûté un peu moins d'1 milliard. Il faut voir ces satellites-là, enfin, comme WMAP, comme tous les autres en fait, comme Rosetta aussi, qui est encore plus cher, comme une sorte de merveille en fait. C'est pas si cher que ça, 8 € par an pendant 20 ans. Mais avec ça, on finit par arriver à faire des choses assez belles. Et c'est quelque part qu'on arrive à se payer une fois qu'on a payé tout le reste. Moi, je suis très content de pouvoir vous parler de ça et d'avoir de si beaux résultats à vous présenter. Ce satellite, au lieu d'avoir un poste de télé mal réglé à bord, il a 2 instruments, HFI et LFI. Donc LFI est autour, là, sont ces gros coronets que vous voyez là. En gros, c'est une excellente antenne radio. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est l'instrument HFI, qui est un instrument avant tout français, qui a été conçu par l'Institut astrophysique spatial d'Orsay et dont l'analyse de données a été pilotée par mon laboratoire, l'Institut astrophysique de Paris, à Paris. Mais évidemment, on n'a pas fait ça tout seul. On a fait ça avec de nombreux labos français dont j'ai donné une liste. J'espère ne pas en avoir oublié ici. Puis encore plus de labos dans le monde entier qui ont contribué à la préparation de cet instrument, ce satellite, et l'analyse des données. Donc voilà un écorché de HFI, sur lequel je vais décrire rapidement. Je vais vous expliquer comment on mesure ça. Ce n'est pas un poste de télé. En fait, il y a 2 parties. Cette partie-là, d'abord, qui est en gros un énorme frigo. Pourquoi ? Parce que pour aller observer des toutes petites variations de température sur le ciel, donc quelque chose de l'ordre d'un 10 millième de degré, il vaut mieux ne pas avoir trop de bruit, donc il vaut mieux avoir une électronique extrêmement froide. Et effectivement, on a un frigo très compliqué à 4 étages qui descend les détecteurs à 0,1 Kelvin. C'est extrêmement froid. Vraiment extrêmement froid. Et pour obtenir cette température-là, sur des zones assez grandes, on utilise une dilution de l'hélium-3 dans l'hélium-4, qui est un truc de James Bond, parce que l'hélium-3, ça n'existe pas. Pour avoir de l'hélium-3, il faut faire des bombes atomiques. Il y a des gens qui font des bombes atomiques qui n'ont pas envie de vendre de l'hélium-3 parce qu'ils n'ont pas envie qu'on sache combien ils en font ou combien ils en détruisent. Et il se trouve que les Russes, comme ils sont obligés d'en détruire, ils veulent bien vendre un peu d'hélium-3. Mais c'est compliqué à acheter, ça n'a pas de prix ce truc. Donc pour remplir les bidons de Planck, enfin d'HFI, il a fallu acheter tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a fait que 5 observations du ciel avec HFI, parce qu'une fois qu'on n'a plus d'hélium-3, c'était fini. On réchauffait l'instrument, donc on ne pouvait plus observer. La deuxième partie ici, c'est ce qui observe vraiment. En fait, ces cornets que vous voyez là sont des guidons, des filtres qui permettent de sélectionner des fréquences particulières pour ne voir que le rayonnement fossile dans une certaine fréquence qui nous intéresse, et qui amènent donc ce rayonnement ici sur des bolomètres qui sont en gros une grille. Donc, le photon tombe sur la grille, il réchauffe très légèrement les fils électriques, et ce réchauffement est capturé par un thermomètre extrêmement précis. Voilà. Donc on a été lancé le 14 mai 2009 depuis Kourou en Guyane, un très beau lancement. On est parti avec notre grand frère Herschel, qui faisait partie du voyage aussi, qui était un autre observatoire infrarouge, très très beau résultat aussi, encore plus cher que Planck. Et on est partis tous les deux à L2, le point L2 du système Terre, le point de Lagrange 2 du système Terre solaire, qui est sympa parce qu'il est assez loin de la Terre, assez relativement loin du Soleil, 4 ou 5 fois la distance Terre-Lune quand même, c'est
beau bout de chemin. Et il est stable dans le système Terre solaire. C'est-à-dire qu'on peut tourner autour de L2, et donc on tourne autour du Soleil, mais à la même vitesse que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui n'est pas possible normalement. Et ça, c'est justement à cause de l'attraction combinée de la Terre et du Soleil. Et il est stable dans une seule direction. Ce qui veut dire que pour s'y maintenir, il faut quand même compenser, ce que ne peut pas faire la poussière. Donc l'endroit qui est très très propre, il est nettoyé, toute la poussière, tous les débris qui pourraient être là sont poussés loin de L2, tandis que notre satellite, qui lui peut compenser, lui peut y rester. Dans un endroit extrêmement favorable pour faire des observations astronomiques, et c'est là que la plupart des satellites astronomiques sont envoyés aujourd'hui. Donc là-haut, il a montré ses faces au Soleil pour être le plus froid possible, et puis pour avoir un peu d'énergie solaire. Il tournait sur lui-même en 1 heure, et puis il dépointait doucement, etc. Et ainsi, en 6 mois, il observait tout le ciel, et puis recommençait, et puis recommençait, et puis recommençait, jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et on l'a arrêté le 23 octobre 2013, qui est une date facile pour moi, puisque c'est l'anniversaire de mon père. Et donc à ce moment-là, on a vidé ses réservoirs, effacé sa mémoire, et on l'a poussé un peu plus loin de L2 pour pouvoir envoyer de nouveaux observatoires astronomiques. Enfin, c'est pas comme si c'était tout petit et qu'on allait risquer de se rentrer dedans, mais tout de même. Donc voilà, et Planck nous a donc donné ces magnifiques cartes du ciel. Donc celles du haut sont celles de LFI, celles du bas sont les 6 du bas sont celles de HFI. Chaque instrument observant le ciel dans une fréquence différente, et chacun a vu le rayonnement fossile, plus ou moins, selon la loi de Planck, et puis autre chose. En effet, je vous dis, il n'arrive pas grand-chose à ces photons, mais ça ne veut pas dire que d'autres objets dans le ciel ne peuvent pas émettre de la lumière dans la même fréquence. Et c'est malheureusement le cas. En particulier, c'est notre principal ennemi, la poussière dans notre galaxie. Cette poussière dans notre galaxie qui est chauffée a le mauvais goût d'émettre sur des fréquences qui sont similaires à celles du rayonnement fossile. Et c'est ce que vous voyez ici au centre de toutes ces cartes. Ces cartes sont dans le référentiel de notre galaxie. Donc elle est au centre, à l'équateur ici. Et plus on monte en fréquence, plus on voit qu'il y a une très très forte émission galactique. Mais c'est bien pour ça qu'on a observé le rayonnement fossile dans plusieurs fréquences différentes, parce qu'en étant malin, en faisant pas mal de maths, et en faisant des sommes et des différences entre chacune de ces cartes, eh bien on arrive à nettoyer l'émission galactique. Et c'est comme ça qu'on obtient ce fabuleux résultat. Magnifique donnée, dont je ne me lasse pas. Magnifique courbe, dont je ne me lasse pas non plus. Ces 6 paramètres qui nous disent, entre autres, que la contenu de l'univers aujourd'hui. Ils nous disent qu'aujourd'hui, l'univers est fait d'un tout petit peu de matière classique dite baryonique. Donc là, on est aujourd'hui, les derniers résultats, on est à 4,9% de matière, je veux dire, classique. Et puis alors, ça c'est beaucoup moins drôle. 26,6% de matière noire dont on ne sait pas trop ce que c'est. Et 68,5% d'énergie noire dont on sait encore moins ce que c'est. On a encore pas mal de travail. L'univers est fait de choses qui ne sont pas décrites par la physique des particules, qui décrivent les particules classiques qu'on connaît bien. Et il domine énormément le contenu de l'univers. Et c'est un des enseignements, pas seulement de Planck, mais énormément confirmé par Planck. Alors sur la matière noire, justement, je trouve que Planck nous en dit un petit peu plus. Et je vais revenir là-dessus. Et il nous dit comment la matière noire est répartie dans l'univers. Comment on fait d'habitude pour savoir où est la matière noire? On observe la matière qui est visible, celle qui n'est pas noire. Et donc on se dit, si je vois ces galaxies-là, la gravité me dit que la matière noire ne doit pas être loin. Mais quand on fait ça, ça revient à faire ceci, observer la Terre de nuit, voir uniquement les phares, et essayer de deviner à partir de la position des phares où sont les grandes masses de Terre. Alors ça ne marche pas très très bien pour l'Afrique. Et on se dit que pour la matière noire aussi, la matière visible doit à peu près suivre la distribution de matière noire, et peut-être pas tout à fait. Il y a des biais qui sont compliqués à caractériser. Et donc on aimerait bien voir beaucoup mieux la matière noire pour savoir comment elle est répartie dans l'univers. Parce qu'on a une idée de comment elle doit être répartie dans l'univers. C'est la gravité qui a créé les répartitions de matière noire dans l'univers à partir des grumeaux primordiaux qui ont été créés par l'inflation. Donc on sait à peu près comment il devrait être. On va bien confirmer ceci. Parce que la façon dont la gravité va créer nos objets, va répartir notre matière noire aujourd'hui, nous dit des choses sur l'évolution de l'univers et son contenu, s'il y a plus ou moins d'énergie noire, etc. Et il se trouve qu'on a moyen de le faire. En effet, je me trompe de bouton, Einstein, dans la relativité générale, nous a dit que le trajet des photons devait être perturbé par les puits de potentiel gravitationnel.
Et les puits de potentiel gravitationnel, il y en a partout dans l'univers, puisqu'il y a des objets. Et donc on se dit que toutes les images qu'on voit de l'univers doivent être perturbées par un effet de lentille gravitationnelle. Elles sont toutes légèrement déformées. Et cette déformation peut être extrêmement spectaculaire, comme on le voit assez mal ici. L'image n'est pas assez contrastée malheureusement. Ça s'appelle un anneau d'Einstein. C'est un exemple énorme vraiment critique d'effet de lentille gravitationnelle. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de pointer en direction d'une galaxie qui est ici. Et derrière, il y a une autre galaxie exactement alignée. Et l'alignement est parfait. Et la galaxie qui est devant est juste à mi-chemin entre celle qui est derrière et nous. Et dans ces cas, dans ce contexte très particulier, eh bien, toute la lumière de l'objet qui est derrière va nous parvenir tout autour de l'objet qui crée la lentille. Et donc on voit cette caustique très forte en forme d'anneau d'Einstein, un phénomène qui est assez beau. Alors ça, c'est quand on a des alignements parfaits. Mais dans le reste du temps, en particulier pour le raisonnement de fond cosmologique, ce qui se passe, c'est que nos photons, ils se baladent, ils viennent vers nous, mais ils voient toute la répartition de matière dans l'univers. Et donc leur trajet est très légèrement perturbé. Et l'image que l'on a des anisotropies de température du rayonnement fossile, dont on parle depuis le début, est en fait pas la bonne image. Elle est légèrement déformée par cet effet de lentille gravitationnelle créé par toute la matière distribuée dans l'univers. Et on va essayer de la mesurer. On voit bien comment on pourrait faire. Vous avez tous vu une piscine avec un dallage au fond, et vous voyez ce dallage qui est déformé. Et vous vous dites, si je connais le dallage avant la déformation, que je vois ces déformations-là, et que je suis un peu malin, je devrais être capable de décrire les perturbations de l'eau. L'eau fait une lentille. Je devrais être capable de tout faire. Alors c'est exactement ce qu'on va faire ici, mais manque de peau. Le rayonnement de fond cosmologique ne ressemble pas du tout à un dallage. On ne sait même pas quelle tête il a avant d'être déformé, on n'a que l'image déformée. Donc il faut être un peu plus malin que ça. Et il se trouve que notre théorie du rayonnement de fond cosmologique nous permet de prédire cette propriété de régularité de ce rayonnement de fond. Exactement comme ce dallage. En fait, on n'a pas besoin que ce soit un dallage qui en soit en forme de carré ou de rectangle. Il pourrait être en forme de polygone ou quoi que ce soit. Il suffit juste qu'on connaisse les propriétés de ce dallage, et en particulier une propriété de régularité qui serait déformée par l'effet de lentille gravitationnelle. Et ici, dans notre rayonnement de fond cosmologique, on a certaines propriétés, pas visibles à l'œil, de régularité, qui vont, lorsqu'on est assez malin, être déformées par l'effet de lentille gravitationnelle. Et donc on est capable de reconstruire ceci, pas très beau, mais qui, moi, me touche beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu le prix dont on parlait tout à l'heure, enfin, que l'expérience Planck a eu le prix dont on parlait tout à l'heure, et j'ai eu l'honneur de piloter ce travail-là particulier au sein du consortium Planck. Ça, c'est une reconstruction de la distribution de matière dans tout l'univers, aux très grandes échelles. C'est une carte de où est la matière, en particulier, principalement la matière noire, dans tout l'univers. Ça, c'est la carte de l'univers. Alors, c'est une carte qui n'est pas très très belle, qui est assez floue, c'est ce qu'on peut faire avec le rayonnement de fond et avec les instruments qu'on a aujourd'hui, mais qu'il faut comparer à ces très vieux atlas, ces premiers atlas du monde, où on reconnaît vaguement les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui. En plus, celle-là est à l'envers, c'est pas bien pratique. Mais vous voyez, ça c'est censé être l'Afrique. Un peu, hein. C'est à peu près là où on en est. Mais il n'empêche, c'est le début. On est en train de décrire l'univers d'une façon incroyable en disant où est la matière autour de nous. Et ce, jusqu'à une distance à peu près la moitié de l'âge de l'univers. C'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Et c'est une carte qui, même très imprécise telle qu'elle est aujourd'hui, est déjà riche d'énormément d'enseignements pour les chercheurs. Et en particulier, alors comme d'habitude, on a une théorie derrière qui ne nous permet pas de prédire la forme de cette carte, dire qu'il y a plus de matière par ici, moins de matière par là. Par contre, on sait prédire les propriétés statistiques de cette carte. Exactement de la même façon, on sait prédire que s'il y a plus de matière par là, il doit y avoir plus de matière par là. Et ceci est décrit par cette courbe noire ici, là, qui est beaucoup moins accidentée que celle du rayonnement fossile, mais qui a quand même un paquet de paramètres dessous. Et ce qu'on voit ici, là, les boîtes noires, c'est le résultat de ce qu'on peut mesurer sur la carte que je viens de vous présenter, comparé à d'autres mesures qui ont été faites par des expériences concurrentes sur des toutes petites surfaces du ciel. Et l'accord avec la théorie, alors, beaucoup moins bon, bien sûr, c'est une mesure qui est beaucoup plus compliquée à faire, mais déjà excellent. Et ça nous apprend énormément de choses sur le contenu de l'univers, et entre autres, par exemple, sur quelque chose d'assez incroyable, la masse des neutrinos. Et je vais arrêter là sur les résultats de Planck tels qu'il les a présentés en 2013. Et je vais maintenant vous parler de l'actualité brûlante de ce rayonnement de fond cosmologique
à moins 270 degrés Celsius, parce qu'il a une actualité brûlante. Il a attendu 14 milliards d'années pour qu'on le détecte, mais aujourd'hui, il se passe plein de choses. Et il se passe plein de choses dans le domaine de la polarisation. Alors, je vous l'ai dit, ce rayonnement de fond, il n'est pas seulement, il n'y a pas seulement des anisotropies, des différences de température, suivant là où on regarde. Il y a aussi une polarisation. Alors la polarisation, vous avez entendu parler de ce que c'est une information supplémentaire que porte la lumière, qui nous dit quelle direction va comment aussi le champ électromagnétique. Et vous en avez peut-être plus une idée, quand vous voyez un film en 3D avec des lunettes polarisées. Ah oui, on sait que si on peut faire des filtres polarisés qui bloquent la lumière qui n'est pas polarisée de la bonne façon. Et c'est ainsi, en projetant deux images avec deux polarisations différentes, en ayant des lumières avec les bons filtres, qu'on peut voir une image en 3D. Il se trouve que ce rayonnement de fond cosmologique est polarisé d'une façon assez particulière. En fait, les photons qui sont émis lors des recombinaisons de protons et d'électrons ne sont pas polarisés. Mais ils vont être polarisés du fait de la dernière diffusion qu'ils font avant de nous parvenir. Et ils sont polarisés dans une condition assez particulière, c'est lorsque le site de diffusion, un électron typiquement, voit un rayonnement qui est plus fort dans une direction que dans l'autre. Dans la direction rouge, plus de rayonnement que dans la direction bleue. Donc au début, il va polariser, mais cette diffusion va créer de la polarisation dans la direction transverse à la propagation. Donc ça va créer de la polarisation. S'il y a autant de photons qui viennent dans cette direction-là que de cette direction-là, on a autant de polarisation dans les deux sens dans le rayonnement incident. Mais si on a plus dans un sens que dans l'autre, si on a une isotropie dite quadrupolaire, eh bien il y a un excès de polarisation. Et c'est exactement ce qui se passe pour le rayonnement de fond cosmologique. Et donc cette polarisation nous renseigne un petit peu plus que la température, mais porte une information qui est très corrélée à la température. Et déjà en 2013, Planck l'a vu, avec ses premières mesures de polarisation qui n'avaient pas encore été exploitées. C'est un avant-goût de ce qu'on va pouvoir faire dans la suite. Mais surtout avec ces choses assez jolies où on coadditionne la polarisation ou la température autour des points chauds et des points froids. Et on voit très bien dans ces figures-là la corrélation entre les deux. Et on compare ici avec les simulations qui nous donnent exactement la même chose. On sait bien ce qu'on fait. Cette polarisation, donc, on peut la voir comme une direction. C'est une information supplémentaire, une information directionnelle, puis une amplitude aussi sur le ciel. On la représente typiquement par des petits bâtons, comme ça. Et maintenant qu'on a tous ces petits bâtons, c'est pas bien pratique à lire, on a envie, parce qu'on est un peu des mathématiciens, de les répartir selon leurs propriétés. Et on va les répartir entre des petits bâtons qui ont le bon goût de s'arranger en étoile ou en cercle. Ça, c'est la polarisation de type E, qui a des propriétés géométriques très particulières, parce qu'on voit que si on fait une transformation de parité, si on regarde ceci dans le miroir, eh bien l'image ne change pas. Et une polarisation de type B, qui fait des tourbillons, qui du coup sont chiro. Si on les met dans un miroir, ils changent de sens. Et donc on sent bien cette séparation dans ces deux modes est intéressante. Et c'est d'autant plus intéressante en fait que les fluctuations primordiales dont je vous ai parlé au début, celles les plus classiques, les grumeaux primordiaux, ils ne peuvent créer que ces étoiles et ces cercles. Et ils créent de la polarisation de type E, qui est mesurée ici par Planck. Tandis que ces tourbillons, eux, ils sont créés uniquement par un autre déchirement de l'espace-temps, de ces grumeaux primordiaux, qui est aussi créé pendant l'inflation, qui sont les ondes gravitationnelles primordiales. Alors, une onde gravitationnelle primordiale, c'est quoi? C'est une modification de la gravité localement qui se propage comme une onde. Et donc, si on imagine qu'il y a une onde gravitationnelle primordiale qui passe à travers ce tableau, eh bien le cercle, ici en pointillé, va se trouver déformé une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Si on est capable de mesurer ces ondes gravitationnelles primordiales, on a une signature indiscutable de certaines classes de modèles d'inflation. Et donc là, on va voir énormément de ces traces très claires du type d'univers primordial dans lequel notre univers a évolué. C'est quelque chose qu'on a très envie de voir. Et c'est quelque chose qui crée de la polarisation parce qu'on sent bien qu'en les tirant dans une direction ou dans une autre, on va faire des excès de température dans une direction ou dans une autre qui va nous créer des anisotropies quadrupolaires et qui va nous créer de la polarisation. Et la chose intéressante avec ces ondes gravitationnelles primordiales, c'est qu'elles ont la capacité, comme je vous l'ai dit, de créer ces tourbillons de polarisation. Donc si on voit ces tourbillons de polarisation dans nos observations du rayonnement de fond cosmologique, enfin de sa polarisation, on va mesurer la polarisation B et on va avoir une trace très claire de certains types d'évolution de l'univers primordial. Alors on ne connaît pas du tout l'amplitude de ces ondes gravitationnelles primordiales, ça dépend du modèle, et on ne sait pas quel est le bon modèle. On dispose seulement de limites supérieures sur la quantité d'ondes gravitationnelles primordiales qu'il peut y avoir et donc de polarisation B.
Et Planck a une sensibilité marginale pour voir des ondes gravitationnelles primordiales à travers ces modes B, s'il y en a vraiment beaucoup. Et pour l'instant, aucune n'a été annoncée. Sauf que, patatras, en mars 2014, alors que Planck est en train de travailler à sa prochaine distribution de données, une expérience au pôle sud américaine, BICEP2, annonce la détection de polarisation B d'origine cosmologique. Et voilà les tourbillons qu'ils ont vus. Ce qu'on voit ici sur cette courbe, c'est un zoom sur une de ces courbes de spectre de puissance. Voilà les points de données qu'ils ont mesurés, les points noirs. Voilà en rouge la courbe attendue lorsqu'il n'y a pas d'onde gravitationnelle primordiale, et en pointillé la courbe avec une certaine quantité d'onde gravitationnelle primordiale. Oh là là, ça va très bien dans les points. BICEP2 annonce ses résultats à une couverture médiatique incroyable. On en parle de partout. Pour vous donner un aperçu, je ne sais pas si vous connaissez un peu les États-Unis, il y a cette chaîne qui s'appelle Fox News, qui n'est pas très intéressée dans la science, quasiment créationniste, et qui là se met à parler du Big Bang et de la découverte d'ondes gravitationnelles primordiales. C'est un plage, puis tous les chercheurs, tout le monde est abasourdi. Il faut bien voir que juste avant, ça, c'était ce qu'on savait le mieux sur ces ondes gravitationnelles primordiales. Vous voyez les mesures là? L'écart, c'est un ordre de grandeur entre les deux. C'est une expérience incroyable, une incroyable sensibilité. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, ils sont mis au pôle sud, qui est un endroit très très propre, mais ils ne sont pas les seuls. Ils ont une caméra de toute dernière technologie, mais ils ne sont pas les seuls. Ils ont une sensibilité 30 fois plus précise que Planck, ils ne sont pas les seuls. Et pour voir ces ondes gravitationnelles primordiales, ils ont une stratégie qui a consisté à mettre tous leurs œufs dans le même panier, à ne voir qu'une seule fréquence. Le problème, c'est que s'ils ne voient qu'une seule fréquence, eh bien, ils vont être gênés par l'émission polarisée de notre galaxie. Donc il faut qu'ils soient sûrs que cette fréquence, il n'y en a pas trop, ou il faut qu'ils soient sûrs qu'il n'y ait pas trop de pollution due à la poussière de notre galaxie, alors qu'on sait qu'il y en a. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les cartes de Planck en température, ils sont allés chercher un endroit où il n'y avait pas trop de poussière en température, qui était visible depuis le pôle sud, et c'est là qu'ils ont observé en se disant c'est l'endroit le plus propre et on espère qu'on verra bien nos ondes gravitationnelles primordiales. C'est l'endroit le plus propre en intensité, mais pas nécessairement en polarisation. Bon, il faut faire le lien entre les deux. Si le lien est facile à faire dans la théorie pour le rayonnement de front cosmologique, il est beaucoup plus dur pour la galaxie parce qu'on ne sait pas trop quel est ce lien. C'est d'ailleurs un des objectifs scientifiques de Planck, établir ce lien. Il n'empêche, ils ont quand même essayé de faire des modèles qui relient l'intensité de l'émission de la poussière à la polarisation. Et voilà, différents modèles plus ou moins optimistes. On obtient cette contamination-là très très loin de la mesure. On est bon. Ce sont des ondes gravitationnelles primordiales. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont fait leur annonce. Et cette base-là, elle est faite évidemment en exploitant des données de Planck. Alors, ils ont exploité les données de Planck, toutes celles qu'on voit là, celles-là car les détecteurs sont non polarisés. Et le problème, c'est que pour faire ces modèles-là, il fallait qu'ils aient des données polarisées. Mais ils n'en ont pas. Planck n'a pas livré encore les cartes polarisées. Alors ils ont un petit peu triché, ou pas vraiment en fait. Il se trouve qu'en 2013, lorsque Planck a annoncé ses résultats, la collaboration a aussi présenté des résultats préliminaires de l'analyse de la polarisation, en particulier pour la polarisation de la poussière dans notre galaxie. C'est un résultat extrêmement intéressant. Et parmi ces résultats préliminaires a été présenté ce transparent d'un collègue, Jean-Philippe Bernard, d'un résultat qui était en cours parce que le papier allait sortir en quelques mois. La collaboration a jugé qu'on pouvait présenter ces résultats-là. Et cette carte, en fait, nous donne de lien entre l'intensité d'émission en température de la poussière et sa polarisation. Et c'est sur la base de ces cartes-là, dans un transparent, qui a été rescanné et réanalysé par nos collègues de BICEP2, que les modèles que je vous présente ici ont été réalisés, qui disent que tout va bien. Le problème, c'est que nos collègues de BICEP2 n'ont pas bien lu le transparent. Et ici, petite ligne ici, je vous ai mis en rouge, qui nous dit qu'il reste une contamination dans cette carte qui n'a pas été retirée. C'est pour ça qu'on a bien voulu la présenter. Elle n'est pas propre. Il reste une contamination dont nos collègues de BICEP2 n'ont pas tenu compte et qui diminue la relation entre la température et le signal polarisé. Alors à partir de là, tout va s'accélérer. En mai 2014, Planck finit par publier l'analyse complète à partir de cette carte-là,
et elle présente l'analyse de la polarisation de la poussière dans les zones proches du plan galactique, là où l'intensité de la poussière est forte et là où la polarisation est forte. C'est un résultat qui est déjà très intéressant en soi, même sans parler de BICEP 2, parce qu'il nous donne des informations sur le champ magnétique de notre galaxie. C'est une très très belle carte, très beau résultat. On a fait les zones les plus faciles pour commencer, c'est vraiment une analyse difficile. La zone BICEP 2 ici n'en fait pas encore partie. Mais en voyant ce genre de résultats et en le comparant au transparent que je vous ai présenté, que tout le monde a retrouvé, la communauté scientifique a commencé à additionner 2 et 2 et a commencé à douter quelque peu de la validité des résultats de BICEP 2. En juin 2014, des chercheurs hors Planck et hors BICEP 2 réanalysent complètement les données préliminaires utilisées par BICEP 2 et aussi les données BICEP 2, pareil en allant scanner le papier de BICEP 2 et mettent assez sérieusement en doute les conclusions de BICEP 2. Mi-juin 2014, on a beaucoup travaillé, le PI de Planck HFI se sont assez sûrs pour annoncer dans un colloque que les résultats préliminaires de Planck donnent un niveau de contamination des données BICEP 2 beaucoup plus élevé que celui annoncé par BICEP 2. Fin juin 2014, l'article de BICEP 2 est accepté pour publication dans une version extrêmement révisée. Vous allez voir que la première version commençait par, pendant longtemps, de tout temps, l'homme a cherché à mesurer les ondes gravitationnelles primordiales. Cette recherche est terminée. Cette phrase a disparu. Et puis, en septembre 2014, le dernier clou dans le cercueil, malheureusement, Planck publie son analyse de la polarisation de la poussière dans les zones loin du plan galactique. La zone BICEP 2 est cette fois-ci couverte, et Planck observe un niveau de contamination due à la poussière qui est d'un niveau équivalent au signal observé par BICEP 2 et que BICEP 2 avait attribué à une origine cosmologique. Ce qu'on vous voyez ici, en fait, c'est en bleu les zones où la polarisation de la poussière est 2 fois plus faible que le signal mesuré par BICEP 2, en vert, celle où il est à peu près du même niveau, et en rouge, celle où il est jusqu'à 10 fois plus élevé. Donc la zone BICEP 2 est entièrement dans une zone verte. Ils avaient visé un tout petit peu plus haut, ils auraient eu un petit peu moins de poussière. Mais dans l'état actuel des résultats, en fait, on est incapable de dire si BICEP 2 a mesuré des ondes gravitationnelles primordiales. Peut-être. La mesure de Planck ne l'exclut pas. On sait juste qu'il y a une contamination due à la polarisation de la poussière de notre galaxie qui est au moins aussi élevée que l'intensité du signal. Peut être 2 fois moindre. Les barres d'erreur sont assez grosses. On ne sait pas s'il n'y a pas du tout d'onde gravitationnelle primordiale, ou 2 fois moins, ou 10 fois moins. Pas savoir. Les chercheurs de BICEP 2 qui pensaient avoir décroché la Tindal sont un peu revenus sur Terre et ils ont donc décidé d'accepter de collaborer avec Planck. Ils refusaient de faire avant. On collabore maintenant ensemble. On confronte nos données privées et on affine nos modèles. Et on espère bien avoir des conclusions un jour, savoir si oui ou non on a mesuré les ondes gravitationnelles primordiales ou comment faire pour mesurer si malheureusement la réponse est non. Et une question que vous pouvez vous poser en tant qu'observateur de ce résultat-là, c'est est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement ? Il y a eu cette annonce vraiment très large. Moi, je dirais que non, en fait. C'est le fonctionnement normal de la science. Au moment de la soumission des résultats de BICEP 2, aucun article contrôlé par la communauté ne permettait d'invalider les conclusions de BICEP 2. Je vous rappelle que c'est entièrement des analyses faites plus ou moins bien de résultats préliminaires qui valent ce qu'ils valent. BICEP 2 a décidé de prendre un risque. Et ils ont fait une bêtise en prenant un risque. Mais le système a bien fonctionné. Le papier a été accepté dans une version très très révisée qui dit qu'ils ont vu un signal polarisation B qui peut avoir de diverses origines, mais que si l'on fait avec leur modèle une analyse cosmologique, eh bien on obtient ce résultat-là. Mais cette analyse cosmologique peut être remise en doute, c'est quel cas. Par contre, oui, BICEP 2 a sans doute été assez maladroit dans son annonce, et j'espère que dans l'avenir, autant eux que nous, feront beaucoup plus attention de la façon dont on communique nos résultats, parce que c'est quand même une annonce assez bouleversante. Mais il faut dire aussi qu'ils n'ont vraiment pas eu de chance. Je vous remontre leurs résultats ici, les points de données qui tombent pile poil là où on l'attend. Et ils n'ont vraiment pas eu de chance, parce qu'en fait, voilà le résultat de Planck. La courbe noire, c'est le modèle avec les ondes gravitationnelles primordiales. Les boîtes bleues, c'est la contribution de la poussière aux données. Vous voyez que ces boîtes bleues ont le mauvais goût d'être ici en haut, là où il y a une bosse, et après en bas, là où ça baisse. C'est vraiment pas de chance. Ils y ont cru. Ils ont vu un magnifique résultat, ils ont fait une erreur dans l'analyse de leurs données, et ils y ont cru dur comme fer.
peut dire que c'était vraiment très très beau. Je vais bientôt conclure en vous disant maintenant quelques mots des derniers résultats de Planck. Je vous l'ai dit, Planck a livré ses données, la première partie de ses données en 2013. C'était une livraison partielle qui ne correspondait qu'à 1 an de prise de données, 2 couvertures du ciel, mais on en a 5 complètes qui restaient à analyser, et en particulier, uniquement la température avait été analysée et pas la polarisation. Elle avait juste été montrée, n'avait pas été distribuée à la communauté. Car dans toutes ces mesures-là, in fine, ce sont des mesures qui sont distribuées non seulement à la communauté scientifique, mais même vous pouvez aller télécharger les données de Planck. Ce sont des données, comme tous les observatoires, qui ont été payés par argent des contribuables. Il est normal que toute la communauté scientifique, mais au-delà, tout le monde, puisse obtenir ces données. Donc Planck va livrer une deuxième partie de ces données, et la livraison s'est faite partiellement le 1er décembre lors de ce colloque qui s'est déroulé à Ferrare en Italie. L'analyse n'est pas terminée. Nous espérions pouvoir livrer cette année, en 2014, et nous espérons toujours avoir une partie des résultats principaux livrés pour le 22 décembre. Nous espérons, mais c'est difficile. L'analyse de ces données est très compliquée. Alors, on est vraiment en train de chercher des choses de plus en plus fines, parce qu'en fait, les données sont d'une incroyable qualité, et que donc l'analyse doit être à un niveau extrêmement élevé pour s'assurer que ce qu'on voit est effectivement du signal, qu'on observe bien le Big Bang, et qu'on n'est pas en train de voir des effets de notre électronique. Et séparer les deux se révèle incroyablement compliqué, en particulier pour la polarisation. Il n'empêche, je peux vous donner un aperçu des résultats préliminaires qui ont été présentés à Ferrare. C'est grâce à la collaboration Planck qui m'a autorisé à vous présenter ces résultats. Donc ceci, c'était le résultat de Planck 2013. Je vais faire la comparaison avec la même courbe, malheureusement pas tout à fait dans les mêmes échelles, obtenue en 2014. Ça, c'est la même chose en 2014. Alors, sur cette figure ici, on a coupé la partie la plus à gauche ici, qui est maintenant zoomée. Elle n'a pas vraiment changé. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir la diminution des barres d'erreur et l'accord encore meilleur qu'on a ici avec la courbe. Les conclusions sur le contenu de l'univers, sur les paramètres essentiellement, n'ont pas changé, mais la précision avec laquelle les paramètres ont été mesurés a énormément réduit, comme on le voit, même visuellement sur ce genre de courbe, en voyant comment les points changent de dispersion. Encore une fois, on est dans le même domaine des résultats précédents, où je vous montrais ce comics pas très poli. C'est incroyable qu'on connaisse si bien et qu'on mesure si bien les propriétés de l'univers à ces premiers instants. Et puis non seulement ça, mais on a refait une analyse de la polarisation. Donc je ne vous remonte pas celle d'avant, mais là aussi, les barres d'erreur ont énormément... L'erreur, donc l'incertitude qu'on a sur notre mesure, a énormément réduit. On a maintenant des mesures qui sont d'une excellente qualité et avec laquelle on peut commencer à faire des contraintes sur notre modèle cosmologique, des contraintes originales. Aujourd'hui, Planck n'est pas encore prêt à faire obtenir tous les résultats possibles avec la polarisation, parce qu'on sait qu'il y a encore des pollutions dues à des systématiques, de l'électronique ou de la façon dont les mesures sont prises, et on travaille d'arrache-pied à la correction de ces mesures avant de les livrer à la communauté mondiale. Et c'est malheureusement la collaboration Planck qui a construit le satellite, et on connaît tous les détails, trop même, qui est capable de faire ce genre de travail-là. C'est pour ça que la livraison des données a été légèrement retardée. Il n'empêche, on a quand même eu quelques résultats intéressants, par exemple sur la masse de neutrinos, mais ici, je vais revenir sur la matière noire dont je vous parlais tout à l'heure. Cette matière noire, je vous l'ai dit, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On en a besoin dans notre modèle, parce que quand on fait le recensement de toute la matière visible et de toute la matière dans l'univers, on voit que les deux ne collent pas. Il faut cette matière noire, et il faut qu'elle ait des propriétés très particulières. Sinon, on n'arrive pas à prédire le spectre de puissance du rayonnement fossile, par exemple. On sait qu'elle a des propriétés très particulières, mais on ne sait pas ce que c'est. Et les physiciens des particules ne sont pas très contents, nous non plus. On aimerait bien avoir un modèle pour ces particules. Donc il faut chercher de nouveaux modèles qui décrivent l'existence de ces particules et leurs propriétés. Alors si on dit que ce sont des particules magiques qui existent là et qui ne font rien d'autre qu'une attraction gravitationnelle, c'est bien, on ne va pas apprendre grand-chose. En général, quand on fait ces modèles, on essaie de les attacher à des modèles cohérents de physique des particules, des extensions cohérentes de la physique des particules. Et en général,
ces extensions cohérentes ont le bon goût de leur donner des propriétés particulières, comme par exemple le fait qu'il existe des particules de matière noire, des antiparticules de matière noire, et que ces particules et ces antiparticules doivent se rencontrer et s'annihiler, et que cette interaction entre particules et antiparticules doit laisser une trace dans différents processus, le rayonnement fossile, mais aussi, par exemple, lorsqu'on observe des rayons cosmiques de haute énergie dans le ciel, à bord, par exemple, de satellites Fermi ou Pamela, ou encore du détecteur AMS-02, qui est installé à bord de la Station spatiale internationale. Et justement, il y a peu de temps, il y a à peu près 2 ans, on a détecté un fort excès de rayons cosmiques de haute énergie, dans une bande d'énergie très particulière, qui pourrait être expliqué par des annihilations de particules, des annihilations assez fortes de particules d'antiparticules de matière noire, qui auraient, avec une certaine probabilité ici, une certaine section efficace, et qui auraient une certaine masse. Donc, voilà. C'est une interprétation. C'est juste une interprétation qui expliquerait ces données. Mais une interprétation extrêmement enthousiasmante, puisqu'on aurait trouvé une trace, encore une fois, de ces particules de matière noire. Ces anonymisations de particules et d'antiparticules de matière noire, à l'époque de leur recombinaison, vont libérer énormément d'énergie, réchauffer le plasma, et laisser une trace dans le rayonnement cosmologique, et en particulier dans sa polarisation. Et justement, avec les nouveaux résultats de Planck, eh bien, on améliore la contrainte. Jusqu'à présent, on contraignait tout ce qui était au-dessus de cette ligne jaune. C'était obtenu avec les résultats de WMAP9. Donc une certaine gamme de masse des particules et de section efficace des particules était exclue. Et cette ligne jaune a baissé. On a l'impression que ce n'est pas beaucoup parce que malheureusement le graphique est dominé par toute cette partie-là, mais cette amélioration-là est notable et coûte assez cher. Mais l'intérêt de cette amélioration, c'est aussi qu'elle exclut ces modèles-là qui expliquaient les données de Fermi, Pamela et MS2, qui nous plaisaient bien parce que tout le monde avait à peu près les mêmes données et la même explication. Et donc il faudra que les équipes de Fermi, Pamela et MS2 trouvent d'autres explications pour leur excès gravitationnel primordial de rayons cosmiques de haute énergie. Donc ils ont un autre mystère sur les bras. Je vais m'arrêter là, en vous disant par exemple que l'histoire n'est pas finie, que le travail continue sur Planck, qu'il y a encore la semaine prochaine à Paris, à l'Institut astrophysique de Paris, un colloque international où des chercheurs du monde entier vont discuter dans un intéressant renversement de la causalité les conséquences de Planck sur l'univers primordial. On sait plutôt que c'est les conséquences du Big Bang sur nous. Là, c'est l'inverse. Nous avons maintenant un effet sur le Big Bang, en tout cas sur son observation. Donc ça se passera la semaine prochaine, et ça va être une conférence extrêmement intéressante. Ça sera d'ailleurs diffusé sur Internet, si vous voulez regarder. Ça vous parlera beaucoup. L'avenir, il y a énormément de choses à faire. Donc Planck vient livrer ses nouveaux résultats, enfin, il y a encore pas mal de travail. BICEP2 et Planck collaborent et partagent leurs données, ce qui est une chose extrêmement intéressante. On va peut-être savoir si on a effectivement mesuré des ondes gravitationnelles primordiales. De nombreux autres observatoires au sol, pôle Sud, désert d'Atacama, scrutent actuellement le ciel micro-ondes dans l'espoir que BICEP2, n'ayant peut-être pas vu des ondes gravitationnelles, il soit le premier à en voir, puisque les données de Planck vont être disponibles. Et puis, évidemment, il y a de nombreux autres projets d'observation au sol, et beaucoup plus intéressant, des missions satellites qui sont des successeurs de Planck, sont à l'étude à l'ESA, à la NASA et à la JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui a été sélectionnée, mais il y a encore une proposition qui a été faite il y a 2 semaines à l'ESA, en réponse à l'appel d'offres de l'ESA pour les satellites à l'horizon 2030. Et ce sont ces satellites qui nous apporteront la réponse finale. Pourquoi ? Parce que pour voir correctement ces ondes gravitationnelles primordiales, je pense vous avoir convaincu qu'il fallait avant tout bien connaître la poussière de notre galaxie, et que pour bien connaître la poussière de notre galaxie, il faut malheureusement observer le ciel dans des fréquences qui ne sont pas accessibles du sol ou même de ballons stratosphériques à cause de notre atmosphère. Il faut sortir de l'atmosphère. Et la suite, peut-être dans 20 ou 30 ans pour être sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Je vais faire circuler un micro si vous avez des questions, des remarques, des demandes de précision.
Est-ce que le centre de l'univers, il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de l'univers observable? Il n'y a pas de centre. Si, mais d'après les... Il y a quand même, d'après ce qu'on a vu, on n'est pas au centre ici, je veux dire. Non plus. Il n'y a pas de centre. Partout, au même moment, le Big Bang. L'univers s'étend dans toutes les directions. L'univers causal s'étend. On voit de plus en plus de choses. Pas de centre. Mais c'est ce qui apparaissait au début dans le... Ah non, ça c'est le dessin. C'est très difficile de dessiner ça. Voilà, on est dedans. On est vraiment dedans. On est dans l'univers. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de lieu privilégié. Il n'y a pas de point privilégié. Il y a quelque chose qui ressemble à un référentiel privilégié, qui est le référentiel du rayonnement fossile, mais c'est juste parce que j'ai décidé qu'il était plus intéressant que les autres. Il n'y a pas de centre. Et il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. On est dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a autour. Si encore, ça a un sens de dire ce qu'il y a autour. Alors pourquoi d'un côté c'est vert, de l'autre côté c'est rouge? Ah, d'un côté c'est vert, de l'autre côté c'est rouge. Parce qu'on est en déplacement par rapport à la surface de la diffusion. Un déplacement par rapport à quoi, là? À la surface de la diffusion. On peut toujours être en déplacement par rapport à la surface de la diffusion. Tout le monde se déplace par rapport à tout le monde. On aurait aussi ne pas pu voir de déplacement par rapport à la surface de la diffusion. De toute façon, je sais qu'on est en déplacement par rapport à la surface de la diffusion, parce que je me doute bien que la surface de la diffusion n'est pas en train de tourner, enfin, ne tourne pas autour du Soleil comme nous tournons autour du Soleil. Le gros de ce dipôle, en fait, c'est notre déplacement autour du Soleil. Mais il se trouve que notre Soleil se déplace, que la galaxie se déplace, et on est capable, difficile, de voir très légèrement le déplacement de tout ça par rapport à la surface de la diffusion. Je me doute qu'on se déplace aussi, parce que l'univers est en expansion, on a une vitesse par rapport à la surface de la diffusion qui était en expansion, pas avec la même vitesse à ce moment-là. Donc on se déplace, oui, mais ça ne nous donne toujours pas de centre. Donc on a juste visionné la surface de dernière diffusion, c'est ça? Tout ce qu'on voit, c'est la surface de dernière diffusion. La surface du Soleil, si vous voulez. Oui, donc on ne sait pas très bien où on est, quoi. Ah, on est là. C'est pas mal. On n'est pas dans cette carte. Dans toutes les cartes que je vous ai montrées, on n'y est jamais, puisqu'on est au centre, on regarde ce qu'il y a autour de nous. C'est difficile, on fait des cartes, mais on n'est pas dessus. C'est toujours la question que j'ai, en particulier sur les cartes de distribution de matière dans l'univers, c'est on est où dessus? Au milieu. Comme quand on voit une carte du ciel autour de nous, avec des constellations qui sont beaucoup plus proches, on n'est pas sur cette carte. Est-ce qu'il y a encore une question voilà, si. Monsieur. Quand la lumière a pu être émise à 380 000 ans après le Big Bang, bien sûr, donc tout l'univers était là. Il n'y en avait pas d'autre. Nous, les galaxies n'étaient pas faites, etc. Nous n'étions pas. Bon. Maintenant, 13,8 milliards après, il se trouve que cette lumière s'y trouve encore. Ça veut dire que la lumière qui était émise est restée confinée, puisqu'on l'a encore maintenant. Ah non, elle a été émise je vous ai dit, elle a été émise partout dans toutes les directions. Donc il y en a ici qui a été émise, par là-bas. Alors maintenant, je regarde par là-bas. Je vois de la lumière qui a été émise il y a presque 14 milliards d'années. Puis j'attends 100 000 ans, et je vais voir encore de la lumière qui a été émise à 14 milliards d'années. C'est juste que la surface de la diffusion se sera déplacée. Je vais voir un autre endroit de l'univers, un autre endroit du plasma. Alors je dis 100 000 ans pas pour rien en fait, parce que c'est en gros la taille de la surface, l'épaisseur de la surface de la diffusion. C'est pas si instantané que ça. C'est instantané par rapport à 14 milliards d'années, mais c'est pas si instantané que ça. Et si on attend à peu près 100 000 ans, on verra une image légèrement différente. Et d'ailleurs, en fait, quand on voit la polarisation, comme on voit ces quadrupôles à la surface de la diffusion, on voit, il faut qu'il y ait quelque chose qui crée ces quadrupôles. D'une certaine façon, on voit un petit peu dans la profondeur. C'est pour ça que la polarisation nous apporte un peu plus que juste la température. Parce que si la polarisation n'était qu'une image des quadrupôles de température à la surface de la diffusion, on l'aurait déjà, on les voit. Mais non, il faut avoir créé ces quadrupôles, donc on voit un petit peu dans la profondeur grâce à la polarisation. Donc c'est pas qu'elle est confinée, elle s'échappe dans tous les sens. Si je ne capture pas mon photon ici, maintenant, il va continuer par là-bas, et puis il va être capté par des martiens peut-être, ou par d'autres gens beaucoup plus loin. Pas confinée, elle a été mise partout, dans toutes les directions. Il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, sauf une planète, une étoile, quelque chose, mais comme il y en a tellement, il en reste tout le temps. Et comme on travaille dans la profondeur, même si on ne voit qu'une surface, nous, parce qu'on regarde ici et maintenant, il y a quand même des photons qui ont été mis partout dans toutes les directions, eh bien, il y en a tout le temps. En fait, ce qui me choquait, c'est que
vous avez dit que cette lumière il y a effet de l'antigravitationnel par des galaxies qui n'existaient pas à l'époque. Ah oui, parce que il a que fallu pas mal de temps pour que cette lumière nous arrive, 14 milliards d'années, c'est assez long. Donc pendant que cette lumière nous parvient, elle vient de très très loin. Pendant qu'elle nous parvient, l'univers est en train d'évoluer. Les galaxies sont en train de se former par effondrement gravitationnel. Les grandes structures deviennent de plus en plus piquées, de plus en plus profondes. On les voit de mieux en mieux. Et du coup, lorsqu'elles nous sont à mi-chemin, eh bien les galaxies, mi-chemin entre nous et le moment où elle a été émise, cette lumière, les galaxies sont formées. Et là, les photons sentent les pics potentiels gravitationnels. Et ils commencent à se déplacer. Alors si je peux revenir rapidement à la jolie image qui avait été faite par l'ESA pour 2013, on a essayé de présenter ça, c'est difficile à présenter. Alors, où est-ce que c'est? Presque. On y a des choses. Nous y voilà. Vous voyez, dans cette carte ici, enfin dans cette visualisation ici, on a essayé de montrer ce que vous voyez là, c'est une simulation numérique, encore une fois, cette fois-ci avec que de la matière noire. Et vous voyez que le contraste de cette simulation numérique est très différent. En fait, ce n'est même pas un effet de contraste, on a fait les choses correctement, même si ça ne se voit pas très bien. On est allé chercher des simulations numériques et on les a prises à différentes époques de l'évolution de l'univers. Et on les a collés bout à bout comme ça. Et c'est exactement ce qu'on voit quand on regarde l'évolution d'une simulation numérique. Au début, il y a très très peu de contraste, parce que les structures n'ont pas été formées. Puis au fur et à mesure qu'elles se créent, il y a de plus en plus de contraste. Et ce contraste, en fait, il se traduit par un effet d'antigravitationnel de plus en plus fort. Et c'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, ici, on a présenté des choses qui se déplacent très peu, qui bougent très peu, et qui après sont de plus en plus perturbées. Les perturbations sont beaucoup plus faibles que ça, bien sûr. C'est extrêmement exagéré. Mais c'est pour essayer de faire sentir que oui, effectivement, l'univers est en évolution pendant que les photons sont en train de se déplacer, et les photons gardent toute l'information sur l'évolution de l'univers. C'est d'ailleurs pour ça que cette carte est aussi intéressante, parce qu'en mesurant ainsi la distribution de matière dans tout l'univers, à travers ces photons qui ont vu l'évolution de l'univers, elle contient aussi une information sur l'évolution de la distribution de matière dans l'univers. C'est justement une des choses qui m'intéresse au premier chef. Et si je peux me permettre aussi, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez mesuré la masse du neutrino. Oui. Ouais. Alors, on ne mesure pas la masse d'un neutrino, mais si je ne me trompe pas de bouton, on mesure la somme des masses de neutrinos. Pourquoi? Parce que si ces neutrinos ont une masse, ils vont laisser une signature, ils laissent plusieurs signatures différentes, une sur la forme de la fonction de l'anisotropie de température que je vous ai présentée tout à l'heure, mais encore plus une sur la forme de cette fonction-là, en particulier en coupant ici les petites échelles. Alors, si je veux expliquer ces fonctions-là, en fait, cette échelle ici nous donne l'inverse de la taille angulaire sur le ciel. Donc plus on est de ce côté-là, plus on est en train de regarder des choses qui sont corrélées à des grandes échelles, et plus on est de ce côté-là, plus on est en train de regarder des choses qui sont corrélées à des petites échelles. Quand on est de ce côté-là, on est en train de voir des toutes petites structures, donc typiquement des galaxies, etc. Il se trouve que si les neutrinos ont une masse, ils ont une évolution dans l'univers qui est assez particulière, et en particulier, ils ont tendance à empêcher les structures de se former. Ils vont gommer les structures, parce que comme ils ont une masse, ils entraînent tout le monde, parce qu'eux, ils vont très vite et ils interagissent peu autrement gravitationnellement, donc ils partent dans toutes les directions, et ils ont tendance à réduire l'efficacité de la gravité pour créer des petites structures. Et donc ça va changer très légèrement la forme de cette courbe-là. Et très légèrement, on le voit. Là-bas. Oui, je vais passer. J'aimerais savoir, est-ce que l'univers est à la fois l'espace et le temps? Je n'ai pas fini. Si oui, comment se fait-il qu'il soit en expansion? Il est en expansion en lui-même? C'est une question classique et assez embêtante. C'est très difficile de visualiser ces choses-là. Donc, en fait, la théorie d'Einstein, la relativité générale, nous permet de lier l'espace et le temps et de décrire l'univers, ou même un système plus petit, comme un système entre une planète, comme un système, tout simplement un système solaire. On a besoin de la relativité générale, parce qu'il y a des corrections de relativité générale dedans qu'il faut tenir en compte, dans les GPS par exemple, ou même n'importe quel système.
Donc les deux sont liés à travers la métrique décrite par la relativité générale. Et ce que nous dit la relativité générale, c'est que la gravité va perturber cette métrique. Donc voilà comment ils sont tous liés. Mais ceci, c'est juste une représentation. Je ne sais pas de quoi l'univers est fait. Je sais que si je le représentais mathématiquement, à travers l'outil extrêmement puissant de la relativité générale, qui pour l'instant n'a pas été mis en défaut, mais pas été complètement prouvé non plus, mais pas été mis en défaut, eh bien, je suis obligé de lier ensemble l'espace et le temps à travers ce qu'on appelle cette métrique qui décrit comment ils sont liés entre eux. Alors, dans le cadre de la relativité générale, on peut écrire un univers qui est en expansion, effectivement, dans lequel les distances grandissent au fur et à mesure que le temps avance. C'est tout ce qu'on fait, en fait. On dit que, eh bien, deux choses qui sont à telle distance à un instant t, ils devraient être plus loin à un instant t plus 1, et puis encore plus loin, puis encore plus loin. Et ça, l'expansion. Et puis après, cette expansion se fait à n'importe quelle vitesse, et cette vitesse peut évoluer, et ce sont des choses qu'on essaye justement de mesurer en prenant le maximum de mesures qu'on peut de l'univers, et pas seulement en regardant ce qui se passe le plus près possible du Big Bang, mais aussi en regardant ce qui se passe aujourd'hui. Parce que s'il y a une expansion, elle peut être accélérée, décélérée, constante. Ce sont des choses qu'on veut savoir. Et on l'observe en regardant l'univers. Donc voilà, l'univers est en expansion. On le voit parce qu'on voit que toutes les choses autour de nous s'éloignent. Et en plus, on voit qu'elles s'éloignent de plus en plus vite. L'univers est aujourd'hui en expansion accélérée. Voilà. On le décrit en liant l'espace et le temps à travers les équations de la relativité générale. Peut-être qu'il y a des équations plus malines, mais je pense que s'il y en a, elles auront au moins cette propriété-là de lier l'espace et le temps. Ça marcherait très bien. Savoir dans quoi l'univers s'étend, il n'y a pas vraiment de question. Encore une fois, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a à l'extérieur. Une façon classique de représenter l'expansion de l'univers, c'est une image que j'aime pas trop, mais qui dit à peu près les choses, c'est d'imaginer qu'on est en train de gonfler un ballon, sur lequel on a dessiné une grille, par exemple. Vous voyez cette grille qui s'étend. Alors, la grille qui s'étend, ça c'est notre univers à 3 dimensions, qu'on a remis à 2 dimensions. Et là, quand on gonfle le ballon, il s'étend bien dans quelque chose, dans une 3e dimension. Et cette 3e dimension, c'est le temps. Puisque si je gonfle le ballon en soufflant au cours du temps, on voit que le ballon s'étend au fur et à mesure que le temps se déroule. Mais il ne s'étend pas non plus dans le temps, il s'étend avec le temps. C'est très difficile à représenter. Ah oui, ça fait mal à la tête, je suis bien d'accord. Bien, Et encore, il n'y a que 4 dimensions, voilà. On pourrait faire mieux. Dans le plasma d'origine, vous avez dit qu'il était composé de protons, d'électrons, de photons. Vous ne parlez pas de matière noire à cette époque-là. Est-ce que l'on sait à quel moment cette matière noire est apparue, ou est-ce qu'on a des traces de son origine? Alors, à ce moment-là, il y en a quand même de la matière noire. Il y en a aussi, bien sûr, évidemment. On sait pas, si on savait quand elle était apparue et comment elle était apparue, on saurait beaucoup de choses sur la matière noire. Mais il y a de la matière noire à cette époque-là. Ce qui se passe, en fait, c'est que chaque type de matière, alors j'ai ceci qui va être présenté vaguement, assez mal, on va faire avec, ici. En fait, au fur et à mesure que l'univers s'étend, les photons vont être décalés vers le rouge, perdre de l'énergie d'une certaine façon. La matière va s'étendre, et suivant si la matière a des propriétés d'interaction ou pas, elle va évoluer de façon très différente. Les densités de matière qui interagissent et qui n'interagissent pas dans l'univers évoluent de façon très différente. Alors, 400 000 ans après le Big Bang, par là, je me trompe de bouton, excusez-moi, trop compliqué, il y a trop de boutons. 400 000 ans après le Big Bang, au moment donc de la recombinaison, en fait, notre univers était essentiellement dominé, donc l'évolution de notre univers, la densité d'énergie dans l'univers, c'est essentiellement dominé par de la matière noire. Et puis, il y avait 13% de matière ordinaire. Ce sont des densités, donc ramenées au volume de l'univers. Et comme ces densités changent, suivant si la matière a des collisions ou pas, aussi elle interagit, c'est pour ça qu'on a des évolutions qui sont très différentes. Donc c'était principalement de la matière noire, un peu de matière ordinaire 13%, un peu de neutrinos qui comptaient encore. À la fin, il y en a toujours autant, mais la densité d'énergie qu'ils représentent est différente. Et puis encore 6% de rayonnement. Si je vais encore dans le passé, on a été entièrement dominé par le rayonnement. Mais le fait que ces densités d'énergie dominent ne veut pas. C'est juste quelque chose qui nous dit comment ces différentes matières
influent sur l'expansion de l'univers. Ça ne nous dit rien sur le fait qu'elles sont en interaction ou pas. Et de fait, toutes les propriétés du rayonnement fossile sont expliquées par l'interaction des photons avec les protons, les électrons et les atomes d'hydrogène. Mais effectivement, ces protons, ces électrons et ces atomes d'hydrogène, ils sont en train de tomber dans des puits de potentiel, et ces puits de potentiel sont les puits de potentiel de la matière noire, évidemment. Les fluctuations primordiales ont été créées par l'inflation. À un moment, à ce moment-là, il n'y a pas de particules, ou peut-être, je ne sais pas, plein de modèles différents. À un moment, il y a des particules de matière noire, elles dominent largement. Au début, il n'y a que du rayonnement, c'est lui qui domine, il tombe dans ces puits de potentiel, mais bon, il part dans tous les sens. Il y a de la matière noire, elle tombe dans ces puits de potentiel, elle va les créer de plus en plus, elle va attirer avec elle les baryons, les protons, les électrons, etc. Elle va attirer avec eux les photons, puisqu'ils sont en interaction avec les baryons. Donc ils sont attirés par la chute des baryons, les puits de potentiel gravitationnels. Donc c'est ça en fait qui se passe. Et vous voyez qu'après ça évolue beaucoup. 2 milliards d'années après le Big Bang, on est encore très dominé par la matière sombre, mais il y a un renversement. Et j'ai complètement oublié la date, à peu près aux alentours d'un décalage vers le rouge de 10, si ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup, mais en date, je suis vraiment très mauvais. On a un retournement, en fait, et c'est plus du tout la matière noire qui domine, c'est l'énergie noire, qui est déjà à 16% ici. Cette énergie noire, c'est elle qui, aujourd'hui, crée l'expansion accélérée de l'univers qu'on observe aussi bien dans les données de Planck que surtout avec des observations d'explosion de supernovae. Bonsoir. Oui. Bonsoir, merci pour cette présentation qui était très claire. Par contre, il y a un petit détail que j'ai pas dû bien saisir. C'est par rapport en fait à la recherche des chercheurs qui se sont un petit peu trompés. En quoi, le fait de savoir que ça existe, qu'est-ce que ça va nous apporter finalement? J'ai pas très bien compris. Alors, ils se sont trompés. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, vous parlez de BICEP 2 qui espère avoir mesuré des ondes gravitationnelles primordiales. Donc ce BICEP 2 à mesurer, c'est sûr, c'est de la polarisation de type B. Ça, ils en ont mesuré, et ils l'ont mesuré extrêmement bien. La question, c'est qu'est-ce qui a créé cette polarisation de type B? Nous espérerions que cette polarisation de type B soit entièrement créée par les ondes gravitationnelles primordiales. Donc ces ondes gravitationnelles primordiales sont des ondes gravitationnelles qui ont été créées durant l'époque d'inflation. Une onde gravitationnelle, c'est juste un effet gravitationnel. On peut le créer aujourd'hui, par exemple, lors de l'effondrement de trous noirs, l'effondrement d'étoiles à neutrons, ou des étoiles à neutrons en rotation rapide l'une autour de l'autre. Ça crée distorsion dans l'espace-temps, et distorsion qui change. Vous imaginez une étoile à neutrons qui tourne autour d'une autre étoile à neutrons, si elles sont très très massives, vous sentez bien que une particule qui est là va sentir un effet gravitationnel très différent suivant où est l'étoile à neutrons. Ceci va se traduire par des sortes de vagues dans la métrique, des vagues dans l'espace-temps, et ces vagues vont ressembler à des déformations qui vont transformer essentiellement les cercles en ovales, qui vont se propager comme ça. Donc ça, c'est une façon d'en produire, mais il se trouve qu'au moment de l'inflation, lorsque l'univers subit cette expansion extrêmement accélérée, c'est un processus extrêmement violent, je vous l'ai dit, il y a des perturbations primordiales qui sont créées, et qui sont créées d'une façon assez particulière, parce que ce champ d'inflation, on suppose que c'est un champ qui a des propriétés quantiques, donc il peut avoir des oscillations quantiques, et que ces oscillations quantiques vont se traduire par des toutes petites modifications locales de la métrique, mais comme il est en train de s'étendre de façon extrêmement accélérée, votre univers, eh bien ces toutes petites modifications vont se retrouver étalées sur des échelles très très grandes. Et ces effets de métrique, tout petits, vont être de plein de types différents. Il y en a qui sont, on va dire, qui sont classiques, en fait, ce que j'appelle ces grumeaux primordiaux. En fait, on va classifier ces distorsions de la métrique selon leurs propriétés géométriques. Certaines vont avoir des propriétés de type scalaire. On peut les décrire entièrement par un potentiel pour calculer la dérivée. Ce sont les grumeaux primordiaux qui ont des propriétés particulières et qui sont préservés par l'expansion de l'univers. Il y a des déformations, des fluctuations primordiales qui sont dites d'origine vectorielle, de certaines propriétés géométriques. Celles-là, du fait de leurs propriétés géométriques, sont détruites par l'expansion de l'univers. Puis les ondes gravitationnelles primordiales, qui sont aussi détruites par l'expansion de l'univers, donc c'est encore des propriétés différentes, sont aussi détruites par l'expansion de l'univers, mais beaucoup moins. Donc il en reste un tout petit peu. Il reste un fond d'ondes gravitationnelles primordiales, suffisamment pour qu'elles aient un effet 400 000 ans après le Big Bang, au moment de la recombinaison. Donc c'est ça qu'on espère mesurer. Parce que si on mesure ça,
eh bien, on va pouvoir dire maintenant classifier les modèles d'univers primordiaux. Parce que écrire un modèle d'univers primordial, quand on sait faire, c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai des collègues dont c'est le métier de sortir des tonnes de modèles d'univers primordiaux qui ont telle propriété, qui sont plus verts, qui sont plus bleus, qui sont plus rouges, qui sont à 2 champs, à 3 champs, non gaussiens, gaussiens, etc., etc. Il suffit d'un crayon, d'un papier, d'un peu de patience. Le problème maintenant, c'est de savoir lequel est le bon. Évidemment, tous ces modèles ont le bon goût ou le mauvais goût de reproduire les observations qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut leur poser d'autres questions. Et une des questions qu'on peut leur poser, c'est est-ce qu'ils font des ondes gravitationnelles primordiales et combien? La plupart en font. Mais certains en font énormément. Aujourd'hui, ils sont exclus. D'autres en font quasiment pas. Ceux-là, ça va être difficile de les exclure. Si jamais on mesure ces ondes gravitationnelles primordiales, on saura faire le ménage dans tous ces modèles. Déjà avec Planck, sans voir ces ondes gravitationnelles primordiales, on fait énormément de ménage dans ces modèles-là. Mais on aimerait bien en faire beaucoup plus. On veut mettre nos collègues théoriciens au chômage. Voilà le plan. On n'y arrivera pas. Ils sont beaucoup plus malins que nous. Mais en gros, le plan, c'est quel est le bon modèle. De la même façon qu'avec les données qu'on a eues à une certaine époque, on pouvait dire que la Terre était plate ou ronde, qu'elle tournait pas. Et pour savoir où on était dans l'univers, donc la Terre, il était important de savoir quelle était la bonne représentation de l'univers observable à cette époque-là. Aujourd'hui, l'univers observable, je vous l'ai dit, il va jusqu'au Big Bang. Hop, on voit tout, presque. Pour savoir où on est, pour revenir à problème de où on est dans cette carte, eh bien, on aimerait le décrire. C'est une façon de répondre à la question de l'origine du monde. Et pour le décrire, on fait des modèles qui disent « Ah, l'univers est plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Et s'il est plutôt comme ci ou plutôt comme ça, on devrait voir tel type d'effet. » C'est ce qu'on essaye de voir. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait, merci. Merci. Je crois qu'on va... Ah oui, il y a encore une question. Et puis, ça sera la dernière pour ce soir. La connaissance de la masse du neutrino, qu'est-ce que ça peut nous permettre de connaître? Est-ce qu'elle peut contraindre la connaissance qu'on a de la nature de la matière noire? Alors, effectivement, les neutrinos, comme c'est une particule qui est très légère, qui pourrait avoir une masse ou pas, et qu'il y en a énormément, notre modèle de l'univers en produit énormément. On s'est dit, on a besoin de masse en plus qu'on n'arrive pas à avoir. Les neutrinos, on en a plein, c'est parti. Et on peut tourner la manivelle. On peut mettre une masse aux neutrinos. Mais ils ont des propriétés très particulières, ces neutrinos. Ils ont une interaction très faible, ils ont une masse très légère, donc ils vont quasiment à la vitesse de la lumière. Et ça leur donne des propriétés vraiment, vraiment, vraiment très particulières. Et quand on tourne la manivelle de notre modèle et qu'on remplace la matière noire par des neutrinos, ça ne marche pas. On est incapable de reproduire, entre autres, les mesures de Planck. La matière noire qui est ici, là, celle qui est là, on dit qu'on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, si, on sait plein de choses dessus. Elle a des propriétés très particulières. Le problème, c'est qu'on n'a pas de particules dans notre modèle de physique des particules, qui est construit à partir des mesures qu'on fait dans des accélérateurs ou en observant les rayons cosmiques. C'est comme ça qu'on a commencé. Ou en observant la radioactivité. Tout ce modèle de physique des particules, il n'a pas la place pour cette particule de matière noire. Par contre, il a la place pour les neutrinos, il a la place pour 3 familles de neutrinos. Et puis évidemment, les physiciens des particules, qui aiment bien étendre leur modèle, parce que ça ne les satisfait pas trop d'avoir un modèle si simple et qui marche si bien, un peu comme nous, à vrai dire, ils essaient toujours d'étendre leur modèle en rajoutant des particules supplémentaires, éventuellement matière noire, mais aussi d'autres types de neutrinos, parce que ces neutrinos sont comme des particules très particulières qui ont des propriétés assez étranges. Et leur masse nous indique, par exemple, s'il peut y avoir un neutrino, le fameux neutrino stérile. Alors, Planck, 2014, Planck 2013 déjà, disait des choses sur les neutrinos stériles, et nous disait que ça serait quand même assez difficile d'avoir une physique des particules qui accepte une 4e famille de neutrinos, vu les mesures qu'on fait avec Planck, c'est-à-dire les anisotropies de température, et puis l'effet de l'antigravitationnel, et puis en ajoutant d'autres informations sur l'univers qu'on a par ailleurs. Aujourd'hui, Planck 2014, c'est encore un résultat préliminaire que je ne vous ai pas présenté ici, mais qui est disponible par exemple sur la page web ici, je vous invite à consulter, public.planck.fr. Eh bien, aujourd'hui, on est quasiment capable d'exclure
une quatrième famille de neutrinos, y compris dans les scénarios où cette quatrième famille est un neutrino stérile. C'est quand même quelque chose d'assez... Finalement, ce n'est pas la physique des particules qui nous donne... c'est pas les accélérateurs qui nous donnent cette information-là, c'est l'observation de l'univers, c'est une sorte d'accélérateur de particules géant, beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait se payer. Et d'ailleurs, ici, une expérience comme Planck, en fait, c'est une collaboration entre les astronomes et la physique des particules. Il y a énormément de laboratoires de physique des particules dans le projet. Et si je reviens, pour finir à ce transparent-là, pour faire de la pub à mes collègues. Voilà, vous voyez ici, regardez la liste des noms. Alors là, plutôt astrophysique. Hein. Mais ici, on a Astroparticules et Cosmologie, très bon laboratoire à Paris 7. Le CEA, ils font aussi de l'astronomie, mais pas mal de physique des particules. Sans études spatiales, bon, c'est plutôt spatial. L'Institut Winel, ça c'est plutôt pour faire des frigos. Le laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay, physicien des particules. Laboratoire du rayonnement et de la matière en astrophysique de Paris, astrophysique bien sûr. Et laboratoire subatomique et de cosmologie de Grenoble. Pour les gens qui savent, il s'appelait auparavant l'Institut des sciences nucléaires. C'est un labo de pure physique des particules qui s'étend à la cosmologie. Il y a une rencontre de plus en plus grande entre ces deux communautés, et c'est plutôt pour le mieux. Merci.